C'est en compagnie de Jérôme que nous retrouvons Philippe au bord du lac de Chaumson, situé dans le magnifique parc du Morvan. Nos deux compères ont choisi de pêcher au tombant avec des cuillères plus ou moins lourdes. Bon bah Jérôme, on a un petit peu de chance avec le temps, il fait un peu moins froid là. Ben ouais, c'est pas un temps vilain. Bon, on n'a pas trop de soleil, mais enfin bon. Déjà, il y a moins de gelée. On va poser On va mettre les cannes dans le bateau. Voilà. C'est vrai que ça caille pas trop, on est pas mal. Alors on se trouve donc aujourd'hui en compagnie de Jérôme, dans le Morvan, au bord d'un lac magnifique, le lac de Chaumson. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, Jérôme? Donc un lac de 135 hectares aujourd'hui sur le parc régional du Morvan, alimenté par une première catégorie. Il y a un peu toute espèce de poisson, poisson blanc naturellement. On a aujourd'hui quelques truites, des cendres, toute une espèce de perchidés, les perches, les brochets, tout pour bien faire aujourd'hui. Bon, eh ben, on va revenir sur les poissons après. Alors, je pense que vous êtes comme nous, vous tenez au courant de l'actualité. Et l'année 2002 a été forte en rebondissement, en l'occurrence sur les échosondeurs, puisque le 12 juillet 2002, les échosondeurs sont enfin autorisés en situation de pêche, puisque jusqu'à maintenant, on avait le droit de les avoir sur un bateau, oui, mais on devait les éteindre quand on se mettait en action de pêche. Voilà, on avait le droit de les avoir aujourd'hui dans un bateau, mais pas en action de pêche. C'est-à-dire, en aucun cas, il fallait pêcher avec. Alors avec Jérôme, on s'est dit, pour être toujours dans l'actualité, puisque Jérôme c'est quand même un des fins pêcheurs de carnassiers en France, on a souhaité vous expliquer un petit peu, comme le font un peu tous, à quoi servait un échosondeur, comment ça fonctionnait, et puis éventuellement si demain vous voulez vous en procurer un, vous avez quelques petits détails ou quelques petits avantages que Jérôme sera pas avare de vous donner. Alors l'échosondeur c'est quoi? C'est un écran et une sonde. Voilà, donc c'est pas uniquement ça. Donc déjà un générateur, 12 volts, une batterie marine, un écran et puis la sonde effectivement. En ce qui concerne la batterie, c'est une alimentation 12 volts pour quasiment tous les modèles aujourd'hui. C'est l'équivalent des batteries pour les moteurs électriques. Voilà, ça, hein. Tout à fait. Ouais. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui s'en servent également pour le moteur électrique, en complément d'ailleurs. Donc aujourd'hui, un échosondeur, bon, il y en a multiples espèces sur le marché, hein. Un échosondeur basique et donc une sonde. Une sonde. Alors on va aller voir la sonde. Donc là on a deux sortes de sondes. Une sonde donc, qui serait installée en fixe. Alors là, ça veut dire que bon, les gens sont obligés donc de faire une fabrication maison pour installer la sonde. Oui, bon là c'est une barque d'appoint que j'ai sur le lac. Hein. Donc aujourd'hui, j'utilise ces deux sondes qui sont, on va dire, fixes, tableau arrière. À savoir, là j'ai fait un petit raccordement parce que c'est une sonde propice. À l'heure d'aujourd'hui, on va pêcher des hauts fonds. Donc elle est propice, elle fait 150 degrés. En 3 points, c'est-à-dire elle écarte. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir échosonder très largement dans une faible profondeur, en schématisant. Ici, j'ai une sonde un petit peu plus petite, équipée d'un kit ventouse, que je peux enlever d'ailleurs aisément en la décrochant. Donc ça, c'est une sonde qui est un peu plus précise, on va dire, dans des plus fortes profondeurs. Donc l'avantage de la ventouse, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux te déplacer au niveau de ton échosondeur, c'est que là, tu peux le faire passer d'un bateau à l'autre, voilà. Alors que ça, c'est plus pour rester voilà, donc celle-ci reste quasiment en permanence toute l'année dessus, puisque c'est complètement étanche, hein, d'ailleurs. Et celle-ci, bon, va d'un bateau à l'autre, elle me permet d'équiper tous les bateaux que j'ai sur les lacs. L'écran ? Parce que là, maintenant qu'on a vu donc, les ventouses et les sondes, donc une fois que la sonde est bien positionnée, donc, alors sur le tableau arrière, hein, comme vous avez pu le voir, parce que je crois que ça c'est important, la position de la voilà, sonde. Donc hein. Toujours bien verticaliser la sonde, mais en dessous du bateau, hein, pour que, comme la sonde est un cône sur les cônes de l'écran, comme ça échosonde coniquement, il faut impérativement que la sonde bute pas contre le bateau. Et par rapport au niveau de flottaison aussi du bateau. Déjà oui, il faut qu'elle trempe dans l'eau, hein. Ça voilà. C'est la base. C'est important. Alors, on va l'allumer.
Alors quels sont en fin de compte, bon, sur celui-là qui est un modèle, on va dire dans les modèles de base, hein, qui est Voilà, très bien pour que tout le monde puisse débuter. Je crois que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah, aujourd'hui, c'est un modèle, donc on a dit classique, à portée de tout le monde, qui nous donne la profondeur, la qualité du fond, la configuration des sols, en fonction si le sol est meuble, dur. Donc là, c'est retransmis par des échos plus ou moins noirs. Hein. Plus le sol est dur, plus l'écho est noir. Donc sur l'écran, c'est visuel. Après, donc on a la température de l'eau, si on veut rajouter une sonde, et donc l'écho des poissons. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, l'éco-sondeur, à défaut d'ailleurs, est compris comme une télévision à poissons, et à tort. C'est pas nécessairement une télévision à poissons, c'est aussi pour comprendre un peu mieux comment se configure le sol du lac en fait. Oui, et puis les poissons, aujourd'hui, savoir aussi si on les trouve, comme tu disais tout à l'heure, soit sur des hauts fonds, soit sur des bas fonds. Voilà, c'est vrai que ça permet quand même, il y a une finalité là-dedans, ça permet quand même de retrouver certains bancs de poissons et de comprendre et d'éviter de pêcher un peu dans le vide, quoi. Tu te sers souvent, toi, de ce genre de produit? Ben, depuis la législation, on pratique avec, hein, parce que bon, faut faire face hein, en championnat ou en concours. Maintenant, aujourd'hui, je pense que tout le monde va adopter ce produit, hein, c'est clair. C'était un petit peu ma question. Est-ce que dans un concours, puisque là, bon, je parle plus, non pas à monsieur tout le monde, mais je dirais aux pratiquants de concours, est-ce qu'aujourd'hui, cet outil qui vous permet maintenant d'être autorisé, est-ce que ça vous donne un plus ou est-ce que sur le principe, ça ne fera pas automatiquement la différence? On n'a pas de recul pour dire ça aujourd'hui, puisque bon, c'est vrai que c'est récent. Bon, la fin de la saison des championnats arrivait, donc on peut pas trop en parler. Il est vrai que ça va apporter un plus. C'est pas pour autant que c'est tout gagné. Par contre, quand vous entraînez sur un lac, parce que je sais que vous avez un petit peu de temps à l'avance pour vous entraîner sur un lac où il y a la compétition, ça permet, je suppose que vous en serviez pour repérer un petit peu les... Ça permet de remarquer tous les particularités des fonds et puis éventuellement les points blocs à poissons. D'accord. Alors là, on va partir donc sur une pêche à la dandine. L'éco-sondeur, on le mettra en marche, bien évidemment, puisque maintenant il est autorisé, donc autant en profiter. On verra au fur et à mesure du temps ce que ça donne éventuellement sur le lac, mais on ne chercherait pas, nous, à s'en servir complètement à 100%, parce que c'est pas non plus l'objectif de base. Mais on va parler un petit peu du matériel. Donc là, on a emmené 4 cannes de taille sensiblement identique, entre 2,60 m à 2,90 m, hein, voilà, à peu près. Hein. Donc des cannes un petit peu plus souples, des cannes un petit peu plus raides. Alors, on va vous en montrer deux. Puisque là j'ai deux souples et deux raides, une souple et une raide. Alors je t'en donne une, je prends l'autre. Alors celle-ci par exemple, donc c'est une canne tipler, hein, donc 2,70 m, avec un moulinet où là on va y mettre dessus donc pour pêcher la dandine un plomb palette. Un plomb dandinette pyramidal. Hein. Ouais, où là on a mis plutôt un faible poids, puisqu'on avait une canne on va dire un petit peu plus souple. La canne étant plus sensible, ça nous permet de diminuer le poids du plomb et au contact, à la vibration, lors de la dandine, on sent bien si on accroche un poisson ou pas. Hein. Bon, le coup de mettre un truc rouge là, ça toujours pareil, le signal sang. C'est important aussi, les poissons, enfin d'un point de vue visuel, hein, j'entends, ça simule le poissonnet blessé. Donc quand on dandine, la perche comme le sandre sont plus réactifs face à ça. Voilà. De toute façon, toujours ce problème de signal sang, hein, quels que soient les montages, que ce soit les cuillères ou autres, hein, c'est un plus. Hein. Ça, pour moi, c'est une base. Alors celle-ci, donc, qui est plus, on va dire, à vocation raide, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc voilà, la canne est plus forte là. On y a mis donc un une plomb, cuillère. Voilà, un plomb delta classique. Hein. Donc c'est pas nécessairement une cuillère, c'est un plomb qui va plus ou moins faire un effet dans l'eau de poisson, toujours pareil, blessé. À chaque traction et à chaque relâchement, le plomb va redescendre comme si c'était un poisson qui était tapé par un carnassier. Et voilà, bien souvent le poisson, le carnassier, aussi bien perchidé que broché, tape dessus à la descente. Et c'est quand on va refaire une traction remontante qu'on sent qu'il accroche. Alors là pareil, on a mis donc sur une de la tresse, sur l'autre du nylon, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisque je reviendrai vous parler aussi de ces produits qui sont maintenant des produits
la tresse nouveau, on en reparlera dans d'autres émissions. Par contre, on va aller pêcher le carnassier, et c'est pour ça que sur certaines cannes, en l'occurrence, on a mis des badines acier, puisque bon, au départ, on se dit on va peut-être essayer des perches ou des sandres, mais on est dans une période où le brochet est aussi très actif, et pour éviter de se faire trop souvent couper, on a monté quelques cannes avec des badines acier. Bon, écoute Jérôme, si tu en es d'accord, le bateau est prêt, on a tout expliqué. On va tenter notre chance avant qu'il fasse trop froid et trop nuit, et puis on va essayer de prendre quelques poissons. Okay. D'accord? On y va. Allez, c'est parti. Je te laisse mettre le bateau à l'eau. Bon Jérôme, ça y est, on est en place, on a ancré le bateau, bon, on a quoi, 12 mètres de fond, c'est ça hein? Ouais, on a une fosse à 12 mètres là, avec un enrochement à pic tendu là. D'accord. Donc poste propice pour prendre du poisson. Ah, notamment les perchidés. Hein. Les perchidés. Alors il y a quelques poissons justement là, qui circulent sur l'écran. Voilà, donc là on voit le tombant. Et dans le tombant, à la verticale, on repère qu'il y a quand même quelques poissons. Je pense que ça doit être des perches, mais ça peut être aussi un brochet entre deux, posé sur l'enrochement. Ouais. D'accord. Par quoi on commence? Bon là on va essayer déjà, sans faire trop de bruit, à pêcher relativement léger. Donc là, une 12 grammes. Puis moi je vais commencer, si tu veux, au plomb palette. Je pense que là déjà, avant d'attaquer les gros moyens. Donc les deux choses qu'on a fait voir tout à l'heure en premier, hein, donc avant de passer dans des grammages plus lourds, hein, c'est ça hein? Voilà, tout à fait. Là, on est en 12 grammes, on peut passer en 30 voire 40 grammes. Hein. D'accord. Ok. Donc là, je vais lancer relativement loin déjà pour faire un coup de repérage. Ouais. Alors tu regardes bien, quand ça tombe sur le fond, ton fil va se détendre. Et là, tu envoies des impulsions. Tu vas sentir vibrer ton leurre. Il papillonne en fait à chaque traction. Ça fait un peu l'équivalent d'une cuillère ondulante, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Hein. Voilà, donc et tu insistes bien à la verticale du bateau, parce que souvent les poissons suivent, et c'est quand, à chaque traction que tu vas faire verticale, les poissons sont au cul, et souvent ça déclenche l'attaque. Alors on n'insiste pas trop au départ, hein. C'est un conseil que je donne. Pour éviter de les apeurer, c'est pour ça qu'on va chercher un petit peu loin au départ pour éviter de... Voilà, tout à fait. Et on a remarqué déjà à plusieurs reprises que ça les attirait. Hein. Donc ça permet de les centraliser un petit peu sous le bateau. Ici toujours ça marche très bien. Alors cette pêche à la dandine s'appelle aussi pêche à la verticale en fin de compte. C'est pas la pêche à la verticale, c'est encore autre chose, mais bon ça y ressemble de toute manière, parce que tu pêches verticalement, hein, ça y a pas. Hein. Donc c'est une pêche qui, par temps froid, est très efficace, et ça permet aussi aux pêcheurs entre nous de ne pas se mouiller les mains. C'est une pêche déjà un petit peu plus propre que certaines autres techniques. Alors, comme elle est active, comme tu disais tout à l'heure, quand il fait froid, ça permet aussi d'être en action tout le temps. Donc voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Donc on relance bien, tu changes bien de cap parce que le rocher est quand même important. Là, on pêche en tresse, hein, donc c'est quand même une pêche relativement forte. Hein. L'avantage de la tresse... Moi j'ai mis un gros nylon, hein. J'ai mis au départ j'ai commencé passé en gros nylon, 30 centièmes. Hein, donc, ouais, 30 centièmes, bon, ça enlève quand même pas mal d'élasticité. Bon, de toute manière, il ne faut pas pêcher avec des fils très fins. Hein. C'est une pêche relativement rustique, on va dire, entre guillemets. Alors comme tu disais tout à l'heure, en général la touche intervient un peu comme dans la pêche au manier au moment où... Bon, tu as deux touches à cette technique-là. Hein. Tu as la touche à la tombée. Donc tu vas voir que ton fil
chaque fois que ton plomb va se poser sur le fond, ton fil se détend. Alors des fois, tu ne comprends pas pourquoi, tu pêches toujours dans la même profondeur. L'avantage de cette pêche, c'est que déjà tu comprends bien les tombants, tu les assimiles bien au fur et à mesure du coup que tu fais. Hein. Donc en relâchant, des fois tu vas te dire, ben c'est bizarre, ça a détendu, ton fil se détend plus rapidement que d'autres moments. Donc là, c'est là que tu te dis, il y a quelque chose. Et souvent la perche, par exemple, le prend à la descente. Par contre, tu peux avoir une tension à chaque traînée. Hein. Par exemple, admettons, si on voudrait simuler une touche, là par exemple, je pourrais très bien tirer, et là, taf, tu es en tension. Et alors, est-ce qu'on doit ferrer à la touche sur ce genre de pêche, ou est-ce qu'il faut mieux le laisser un petit peu Finalement, tu ferres fatalement à la touche. Oui. Puisque de toute manière, à la descente comme à la remontée, tu es en tension fatalement un jour. Mais le fait qu'on ait des choses différentes au niveau de taille, bon, c'est vrai qu'avec moi ce que j'ai là, ils vont mieux que je faire à la touche parce qu'ils ne vont pas engamer la grosse cuillère comme ça. Mais détrompe-toi, des fois c'est souvent qu'on a observé que toutes petites perches prenaient des gros trucs. Hein. Des gros leurres, hein. Même jusqu'à 40 grammes, 50 grammes. Des fois le leurre est plus gros que la perche, je comprends. Hein. Ça paraît fou comme ça, j'ai peiné à le croire au départ, mais quand je me suis mis à cette pêche-là, j'étais relativement surpris. Hein. Dans toutes les pêches au lancer, donc un travail en éventail. Voilà, bon, le rocher est relativement important ici, donc il faut prospecter sur tous les tombants. Donc là, j'ai pêché avec un petit apport, je vois qu'il y a du poisson, tu vas monter de gamme. Je vais augmenter la taille. Oui, parce qu'il peut arriver, comme tu disais tout à l'heure, qu'un petit poisson en gamme un gros leurre, mais il peut arriver aussi qu'un gros poisson ne veuille pas d'un petit leurre. Ah voilà, quand tu vois la taille de ça, une perche de la même taille peut mordre. Ouais. Hein, c'est quand même des leurres de plus de 30 grammes, bon, il faut quand même... c'est un carnassier quand même très vorace, la perche. Hein. C'est surtout très agressif, et puis ça agit en bande, donc elles sont pas démotivées sur l'agressivité. Et puis là, on tombe à des périodes de l'année où il fait quand même beaucoup plus frais. Et c'est vrai que le petit frottin a disparu. Donc voilà. Donc déjà, elles sont regroupées, hein, contrairement à tout le restant de l'année. Hein. Et bon, quand on en déclenche une, c'est souvent qu'on peut faire une série. Hein. Alors tout à l'heure, tu parlais aussi des petits voyants rouges, hein, des signals son. Donc ça, c'était sur ce que tu avais au départ. Là, par contre, les cuillères qu'on a prises et autres, donc on a pris des choses assez claires, hein, parce qu'on a une eau qui est claire en ce moment-là. Ah oui, alors l'eau est claire. Bon, effectivement, le poisson, on pense que le poisson distingue très clairement les couleurs. Bon, là tu vois, encore là tout de suite, j'ai une tache rouge sur le plomb. Et un autre truc qu'on s'est aperçu à la longue, c'est que sur le plomb, on a des yeux. Et souvent, oui, voilà. Souvent, ça déclenche les touches. Ouais. Souvent. Voilà. N'hésite pas à lancer plus loin pour les déclencher si ça fait un petit moment que tu y es pas retourné. Hein. Faut pas hésiter non plus de dandiner entre deux eaux. Ah oui. Ah oui, c'est pas gênant, il faut essayer tous les paliers en fait. Hein. Disons qu'on a déjà pris, moi j'ai déjà pris des poissons, le plomb posé sur le fond. Tiens, regarde. T'en tiens une? Tu vois? Alors j'espère que c'est une perche, bien que là c'est la canne où on a mis un fil d'acier, donc on prend moins de risques hein, déjà. Mais bon, ça paraît pas... je vais peut-être essayer de te la prendre. Ça paraît pas être un poisson, c'est pas un brochet déjà, puisque bon, au niveau du combat, c'est pas des gros rushs. Bon, on va y aller doucement parce que c'est vrai que dans 12 mètres d'eau, on ne sait jamais trop ce qui va monter. Je vais essayer de te la prendre. On va bien tranquillement. Fais attention quand même parce qu'il y a toute une masse rocheuse et elles peuvent se foutre en dessous. Écoute, ça vient vers le bateau, on n'a pas encore vu ce que c'était. C'est vrai que 12 mètres, il faut les monter. Bon, les cannes sont quand même des cannes assez raides. Ah bah regarde. Ouais, c'est une perche. Hein. Belle perche. Je vais essayer de... Hop, play. Bah écoute. Beau poisson. Hein, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que l'hiver, elles ont tendance à moins combattre. Hein. Ouais, disons qu'elles combattent moins effectivement, mais elles ont l'avantage d'être en bande. Donc on peut penser qu'on va en prendre plusieurs, hein, et ça... Ouais, on dit toujours que si on ne décroche pas la première, normalement, derrière, on est capable de faire une grosse partie du banc. Hein. Voilà. Bon.
Et dans les différentes astuces, on conseille aussi de mettre éventuellement la perche dans une bourriche. Je te remets ton truc. Ouais. Hop, la perche dans une bourriche pour faire venir les autres. Parce que souvent elles suivent. Ah oui, elles sont, Donc le truc à faire, c'est quand tu en chopes une, si tu pêches à deux, qu'il y ait quelqu'un derrière qui dandine. Et souvent, même au leurre, à tout moment, on peut en rattraper une, mais au cul. Moi j'ai vu souvent pêcher les perches à la cuillère, prendre la première et en avoir 4-5 qui suivaient derrière, c'est sûr. Donc, Ah oui, elles suivent, hein, elles agissent vraiment en banc. Hein. Alors famille des persilés, hein, comme tu disais, donc comme le cendre, hein, en l'occurrence, avec l'épine dorsale. Voilà, tout à fait. Bon, très beau poisson. Très beau poisson avec comment les nageoires. Hop là. Et puis bien vivant, avec les nageoires bien orange. Hein. Donc la pigmentation, bien sûr, les rayures comme le cendre, des yeux cerclés de jaune, hein. Ça c'est tout à fait Et typique de la perche. C'est des poissons qui peuvent faire jusqu'à 2-3 kg, c'est ça les perches, hein. 2 kilos. kilos, C'est bien. c'est vraiment des beaux poissons. On a des 2,5 kg dans certains lacs, mais le record, je ne sais plus de tête, hein, mais c'est plus que 2,5 kg. Mais bon, en moyenne, quand on a une perche d'1 kilo, et quand on fait une série de 500-700 grammes, on peut prendre, on a déjà vu dans les après-midi, prendre 2 à 300 poissons. Hein. Quand ça caille vraiment, en série, ça donne. Hein. Et puis c'est un poisson qui est très recherché pour sa chair culinaire en plus. Voilà, donc oui, effectivement, à manger comme ça au four, après, ça... chaque avis des gens, mais je veux dire, enfiler, c'est c'est extra. Perche, hein, Pour moi, c'est ce qu'on préfère. Hein. Bon bah écoute, on va continuer parce que là il y en a déjà une. Donc, Voilà, donc on va la mettre au frais. Voilà. Dans le bac. On va continuer, voir si on peut justement essayer de continuer au niveau de ce banc. Bah écoute, donc a priori c'est quand même sur des poissons, enfin des grammages assez lourds. Hein.